Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, nous avons l'obligation de mettre l'accent sur le cancer du sein, Octobre Rose. Pour cela, nos invités. Et durant ce mois d'octobre, nous sommes très sollicités, l'émission Santé 10, puisque aujourd'hui même, c'est la journée des aidants. Nous sommes dans la semaine bleue et puis Octobre Rose. Donc, Octobre Rose, on en parle. Avec nous ce soir, le docteur Véronique Bourris-Espian. Bonsoir. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. Juste à côté de vous, nous avons Madame Marie-Laure Stralka, psychologue clinicienne. Bonsoir. Bonsoir. Notre vice-présidente de la Ligue contre le cancer, Madame Sarah Cabarrus de Roche, et qui va aussi nous porter un témoignage. Bonsoir. On va parler de la maladie, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Et on va peut-être essayer de dédramatiser aussi. Oui, surtout très important. Quand on dit le mot cancer, ça y est, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, on s'effondre, mais on va essayer de dédramatiser le mot cancer et cette maladie. Très bien. Et puis, le seul homme du plateau ce soir... Fallait-il le préciser? Ronnie Théophile, bonsoir Ronnie. Bonsoir Brigitte, bonsoir la Guadeloupe, bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames. Ronnie qui est le parrain du relais pour la vie en 2022 et c'est la 10e édition. C'est la marche. Oui, la marche. Alors, on va en parler tout à l'heure avec la vice-présidente, mais pour rentrer dans le vif du sujet, docteur Bourris-Espian, tout de suite, moi, je me dis, on doit surtout parler en tout premier de prévention. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est le plus important. Ne pas le faire habituellement, on le fait en tout dernier. On parle de prévention quand on a parlé de la maladie, quand on a parlé du parcours de soins. Mais moi, j'aurais voulu qu'on change et qu'on commence par parler de prévention parce que c'est vraiment très important. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est quand même un message très très important à faire passer. On dit qu'actuellement, 40%, donc presque la moitié des cancers n'arriveraient pas si on faisait attention à un certain nombre de facteurs environnementaux et qui nous concernent nous-mêmes. Il y a le tabac, l'alcool, le bien manger. Quand j'entends le bien manger, alors bien sûr, on parle des 5 portions de fruits et de légumes par jour, moins de viande rouge, mais aussi pas trop de grillades, puisqu'on sait que les substances grillées, en fait, sont pas très bonnes pour la santé. Parmi ça, je dirais aussi manger local, manger ce qu'on a près de chez soi, non pas des produits qui viennent de je ne sais où. Les normes sanitaires ne sont pas forcément les mêmes que celles de la métropole ou de la France d'une manière générale et de la Guadeloupe à proprement parler. Donc manger local, pas trop de grillades, préparer ses repas soi-même, parce que dans ce cas-là, on va utiliser moins de condiments, moins de choses pour conservateurs, les fameux E, quelque chose qu'on trouve sur les produits. Donc, c'est vraiment très important, l'alimentation. Et puis, mon péché mignon, pour quelqu'un qui n'est pas sportif de nature, l'activité physique. On a pratiquement diminué par... alors, je sais pas, je suis pas bonne en pourcentage et en calcul mental, c'est plus trop ma tasse de thé. Au début du siècle, on faisait en moyenne 9 heures d'activité physique au quotidien. 9 heures. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait comprenait un effort. On lavait le linge à la main, on allait chercher l'eau, on faisait ses courses en marchant beaucoup, on allait à l'école. La plupart des gens d'une certaine génération étaient à l'école ici à pied. Maintenant, on dépose nos enfants à l'école. On va les chercher à l'école. Et devant l'école. Et devant l'école, tout à fait. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on pratiquement pas d'activité physique au quotidien pour faire ces activités. Donc, il faut en faire. On recommande 30 minutes par jour au minimum. 30 minutes par jour d'activité. Alors, on parle aussi des 10 000 pas
pour 10 000 pas, c'est pas mal. Hein. Faire 10 000 pas dans une journée, c'est pas donné à tout le monde dans son quotidien quand on est le plus souvent assis. Donc vraiment, si les gens peuvent retenir un message, près de la moitié des cancers n'arriveraient pas si nous prenions à bras le corps tous les problèmes qu'on peut gérer déjà par nous-mêmes, mais ça passe aussi par la pollution extérieure. L'air, nous on souffre de brume des sables, mais la chlordécone bien sûr, mais aussi les pesticides qu'on met près de chez soi, parce qu'on ne veut pas avoir des fourmis manioc. Enfin, c'est tout un ensemble. Il faut réfléchir à sa vie dans son ensemble. L'autre versant qui va aussi avec cette prévention, c'est connaître sa famille, connaître ses ascendants, connaître un discours qui circule dans une famille, parce que quand il y a un cancer dans une famille, il est possible qu'il y en ait un deuxième. Et si on véhicule cette parole, si on n'a pas honte de dire, ben oui, moi j'ai eu un cancer, j'ai été opérée, ça va bien maintenant, mais fais quand même attention. On recommande de faire attention à partir de 25 ans pour une femme. Alors il ne s'agit pas de faire des mammographies à partir de 25 ans, mais il s'agit d'apprendre à palper ses seins, d'apprendre. C'est une éducation. De la même manière, on doit avoir une éducation à la santé, bien manger, faire du sport, apprendre les gestes de prévention. Tout ça, c'est un tout. Voilà mon message. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les facteurs de risque, la partie dépistage, le parcours de soins. Mais juste avant, je voudrais me retourner du côté de Madame Cabarrus de Roche. Octobre Rose, le cancer du sein, on en parle. Vous avez connu toute cette partie dont on va parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre histoire ? Mon histoire, elle va un peu dans le sens de ce que dit Madame Boris Espian. Écouter son corps. Écouter son corps, parce que quand on écoute son corps, on conçoit le changement. Et c'est bien parce que j'ai constaté un matin un changement. Je faisais du 110 en matière de poitrine. Et effectivement, j'avais eu cette habitude que m'avait inculqué ma grand-mère de faire de la palpation le matin. Et vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais à peu près une trentaine d'années, puisque D'accord. j'avais des enfants en plus en bas âge. D'accord. Les jumeaux avaient à peu près 6 ou 7 ans. Ils étaient en moyenne section de maternelle. Et ma fille aînée était en CM2. D'accord. Et donc, je me réveille, je me baigne et je me rends compte que j'ai une masse sur le sein droit, inhabituelle d'ailleurs. Et alors que j'étais censée être dans ma période de menstrualité. Donc, j'appelle ma cousine et je lui dis, j'ai un petit souci. Je suis en retard sur les menstrualités et j'ai une masse sur le sein qui n'a pas l'habitude d'être là. Elle me dit, bon, on est mercredi, on attend un petit peu, peut-être que tes règles vont arriver entre-temps. Et puis, fin de semaine, non. Et là, elle me dit, bon, écoute, t'es en vacances, mais appelle quand même ton gynéco et vois avec elle si elle peut pas te rencontrer. J'avais fait en plus un bilan de santé en juin. C'est pas normal. Donc, j'ai été voir mon gynécologue qui m'a fait une mammographie. Et sur la mammographie, effectivement, on a vu une masse. Elle me dit, bon, mais je te connais assez bien, mais on va quand même faire... on a fait l'échographie, on va faire une mammo. Et en faisant la mammo, donc elle avait vu une masse. Et en faisant la mammographie, le temps d'avoir le rendez-vous pour la mammographie, il y en avait déjà 4. Et le temps qu'on mette en place la biopsie, donc effectivement, je me retrouve à la clinique pour faire la biopsie. Et le jeudi matin, le docteur Sier vient me voir et me dit, nous avons un souci puisque nous avons effectivement enlevé une très bonne partie nous avons des ganglions, métastasie et tout ça. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on leur dit que le lot qui est parti en études, ils se rendent compte qu'il y a un bout qui est coupé en 2. Donc, commençons à voir de quel sens part cette maladie. Et il me dit, tu sais, on nous demande de faire une mastectomie, mais d'un un spectre assez large parce qu'on ne sait pas vers où ça part. Et je le regarde, je lui dis, docteur, il n'y a pas de souci. Faites donc. Je lui ai dit, mais de toute façon, je suis une sportive, je suis une maman, j'ai des parents, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas. Il me regarde, me dit, vous avez compris de quoi je vous parle? Je lui dis, mais il n'y a pas de problème. Il faut enlever le sein. Mais moi, je suis sur le fait d'enlever le sein, pas autre chose.
Il me dit d'accord, il part, il revient le soir, je le vois qu'il revient, je lui dis, il y a un problème, docteur? Il me dit, non, je crois qu'il y a un mot que j'ai oublié de dire, et c'est peut-être pour ça que j'ai pas réagi. Et il me dit, si on n'enlève pas le sein, en fait, ce qu'on a vu, c'est que vous avez un cancer. Je lui dis, mais toujours, docteur, en Y3ish, qu'est-ce que je fais? Combien de pourcents de chance ai-je de sauver ma vie? Si je garde le sein, qu'est-ce que ça me donne? Si je l'enlève, qu'est-ce que ça donne? Il me dit, ah ouais, si on l'enlève 90%, il dit, paye, on nous aller. Je n'ai pas réfléchi parce que quand on a des enfants, on se sent pousser des ailes. Nous sommes des mamans. Et je lui dis, de toute façon, je vais y arriver. Vous êtes croyant, docteur? Il me dit, oui. Je lui dis, ben, moi aussi. Donc, on va y aller. Et une fois que vous aurez enlevé le sein, vous allez faire le nécessaire. Vous me direz où j'en suis et on fera ce qui vient après. Donc, j'ai appelé ma tante, qui est devenue une aidante à mes côtés. J'ai eu ma cousine aussi, qui est devenue une aidante proche à mes côtés. Et nous avons pris à bras le corps cette maladie. Nous avons, donc, le lendemain, j'ai eu ma mastectomie complète. Donc, j'ai une cicatrice qui part de là, qui part jusque dans le dos, parce que c'était vraiment abrasif, hein, ça partait. Et ensuite, le parcours de soins, j'ai rencontré le docteur Vaquet, qui m'a vraiment expliqué ce que c'est qu'avoir un cancer. Mais par rapport aux résultats qui sont revenus, le fait d'avoir réagi tout de suite, et c'est pour ça que moi, j'insiste, Madame Véronique le dit, c'est vrai, la prévention. Mais la prévention est là aussi quand on nous annonce qu'il y a cette maladie. Il ne faut pas réfléchir. Parce que c'est aussi préventif que d'enlever. C'est peut-être curatif, mais c'est cette réaction rapide qui nous permet justement, qui permettra aux médecins d'enlever tout ce qui peut être, toute cette masse cancéreuse, tous ces ganglions qui nous attaquent, et nous donner la chance justement de pouvoir être là. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est un long parcours. J'ai été détectée en 2004. Nous sommes en 2022. J'ai vu le docteur Vaquet en juin de cette année. Et enfin, au bout d'autant d'années, il a pu m'annoncer que je ne suis plus personne à risque. Donc, il y a quand même un parcours. Et face à cette maladie, mes parents m'ont accompagnée. J'ai eu mon père qui a pu m'aider. J'ai eu à rentrer 3 fois en soins palliatifs, mais 3 fois, je me suis dit non. Il faut que j'en sorte. Pourquoi? Parce que si je suis arrivée à un stade aussi avancé d'une maladie et être debout là, c'est que j'ai peut-être une mission. Et j'ai fini par la trouver, ma mission, quand j'ai rencontré Feu Monsieur Ogoli à Bouillante, qui m'a, avec tout son sourire, nous rencontrons, parce que je tiens aussi à dire aux femmes qu'après le cancer, il y a une vie. On va en parler tout à l'heure, parce que vous avez eu une petite fille. Tout à fait. Après cette période. Exact. Et on va en parler parce que c'est très important, oui. très très important de parler de la grossesse après un cancer. Tout à fait. Madame Stralka, psychologue clinicienne, très important le suivi, pas seulement pour la personne qui vient d'apprendre une nouvelle, mais aussi pour les aidants et pour la famille, les proches. Complètement. Et la famille... Par moments, ça touche même les amis, puisque les amis, c'est une famille qu'on choisit. Et très souvent, il peut y avoir des personnes qui, sous le choc aussi de l'annonce, n'osent pas tout de suite le dire à leur famille, de peur de les affecter, et vont se tourner vers des amis. Et on va voir très rapidement une cohésion, une fusion entre la famille et les amis, qui du coup se confondent complètement et deviennent un même ensemble autour d'une personne. Et ce besoin aussi des aidants, du coup, des proches aidants, puisqu'avant on disait un aidant familial, et c'est devenu un proche aidant, quelqu'un qui est proche, d'être aussi accompagné. Parce que toute maladie, et ce soir on parle du cancer, quand elle intervient, elle vient bouleverser toute une organisation, elle vient bouleverser des représentations, des émotions, elle vient bouleverser des habitudes, elle vient bouleverser un ordre qu'on pensait établi. Et elle le bouleverse à la fois pour la personne qui, déjà premièrement pour la personne qui est atteinte du cancer, et puis également pour les proches. Parce que souvent, oui, c'est vrai, avec le mot cancer, on a la notion de mort, donc il y a des angoisses de mort, en fait, qui très rapidement s'éparpillent un peu, telles des métastases, malheureusement. Et il y a un besoin de réintégrer un peu de vie, un peu d'amour, un peu d'espoir, un peu d'écoute aussi, mais surtout de la vie.
parce que face à tout ce parcours de soins, on est souvent, dans des angoisses très mortifères, avec des grands moments de solitude, puisque nos aidants nous aident. Mais quand le soir, on va se coucher, ou quand on est face au médecin, ou quand on est face à soi-même dans le miroir aussi, quand on a la cicatrice, ou même quand on se palpe, ou voilà, il y a plein d'autres éléments biologiques, évidemment, qu'on ne peut pas citer par respect pour nos représentations actuellement. Il y a une réalité corporelle qui est violente aussi. Et dans ce moment-là, on est seul. Et par moments, le langage, même s'il nous permet d'être en connexion les uns envers les autres, avec les autres, des fois, il ne suffit pas à dire. Et il peut arriver que face à un ami ou à un proche, on n'ose pas dire certains mots par peur de le blesser. Et le psychologue ou les proches de la Ligue, par moments, ils viennent avec cette neutralité, ou au contraire, cette connaissance, parce qu'il y a aussi des psychologues et des personnes à la Ligue qui ont traversé ce parcours, qui du coup vont apporter un lit de neutralité qui permettent à cette personne de venir telle qu'elle est, avec sa pathologie, avec sa colère, avec sa tristesse, avec tout ce qu'il y a aussi en termes d'amertume. Je me souviens d'un patient que j'ai accompagné malheureusement jusqu'à son départ, qui a pu exprimer toute la colère qu'il avait envers le corps médical au début et petit à petit partir sur des sentiments bien plus ambivalents, bien plus neutres, bien plus sains, et exprimer aussi toute la joie et l'amour qu'il recevait pendant ce parcours de fin de vie. Et ça aussi, ça fait partie de l'accompagnement psychologique. Il y a aussi les enfants qui doivent être accompagnés, parce que très souvent, ce sont un peu les oubliés du parcours de soins. À la fois les enfants qui peuvent souffrir d'un cancer, mais en tout cas, dans le cadre du cancer du sein, les enfants qui comprennent très bien, qui voient, qui pressentent et qui ont besoin d'une écoute. Et donc, à la Ligue, on propose cet accompagnement. On n'est pas les seuls sur le territoire. Et même si nous sommes des humains et que l'humain est plein de ressources, à la fois de ressources physiques et des ressources internes, psychologiques ou biologiques, il a besoin de cet autre à côté de lui, de cet autre externe qui n'est pas pris dans les affects et qui peut lui apporter un espace entier, sécure, neutre, qui lui permette d'explorer toutes ses émotions, toutes ses pensées, toutes les éventualités de ce parcours et de les penser avec lui surtout, et aussi d'orienter, parce que c'est aussi l'autre aspect du suivi psychologique, c'est qu'il y a l'orientation vers des dispositifs d'aide sociale, vers des dispositifs même médicaux, vers d'autres un peu pensés, parce que la personne, sur le moment, elle est dans une ligne étroite. Et le suivi psychologique permet d'élargir un peu cet horizon. On va marquer une toute petite pause et revenir juste après avec Ronnie, qui va nous parler de son ressenti par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais aussi par rapport à cette demande d'être le parrain 2022, nous dire comment il a ressenti cette demande et qu'est-ce qui l'a poussé à accepter, puisqu'on sait que c'est quelqu'un qui est en tout cas très proche du secteur santé et puis très proche de la femme. On en parle tout à l'heure. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission Santé 10, sachez que ce soir, nous parlons du cancer du sein, Octobre Rose, n'est-ce pas? Et nous avons sur le plateau le docteur Boris Espian. Nous avons avec nous Marie-Laure Stralka, qui est psychologue clinicienne. Nous avons Ronnie Théophile, qui est le parrain. Alors, pour bien dire, notre vice-présidente, parce que ce soir... Madame Cabarrus de Roche a 2 casquettes. Oui, elle est là pour le témoignage, mais c'est aussi la vice-présidente de la Ligue contre le cancer. Alors, le parrain, présentez-nous correctement le parrain, parce que je crois que je ne l'ai pas fait comme il fallait. Donc, je présente Monsieur Ronnie Théophile, qui sera cette année le parrain de la Marche pour la vie que fait toutes les années la ville, en partenariat avec la Ligue, la ville des Abîmes. Et cette année, nous sommes à la 11e année, mais l'année dernière, nous aurions dû fêter les 10 ans. Et donc, cette année, il nous devait, à la Ligue et à la ville des Abîmes, de vraiment marquer le coup et de bien choisir le parrain. Et je crois que, vu les échanges que j'ai eus avec lui, il vient de dire qu'il avait une mission
Eh bien, je te lance la balle parce que je crois La que mission, c'est de m'intéresser c'est aux de- choses qui voilà, touchent mon pays. qui touche ton pays. Et et- c'est vrai que l'Octobre Rose, ça concerne tout le monde, hein. Mais particulièrement, il faut rester chez soi, il faut rester dans son petit coin et se dire qu'on a quelque chose à faire chez soi. Donc, quand on m'a demandé, je suis quelqu'un qui bouge, hein, et que moi, on me dit, je suis un hyperactif. Donc, c'est un peu dans ce sens-là surtout. C'est un peu dans ce sens-là surtout que j'ai accepté d'être le parrain de la marche pour la vie. Et puis une façon aussi d'haranguer les gens parce que j'ai beaucoup de contacts avec les associations et puis de dire aux autres que nous sommes tous concernés par ça parce qu'on parle beaucoup des femmes qui sont atteintes qui attrapent le cancer du sein, mais ça existe aussi chez les hommes et c'est beaucoup plus difficile à soigner. Et j'ai vu le cas chez quelqu'un et c'est pas joli. Bon, et puis quel que soit le cancer, je veux dire la maladie, quand il s'agit de porter secours, de porter sa pierre à l'édifice pour une bonne cause, je crois que il est difficile de dire non. Et puis quand on a une marraine comme Brigitte, parce que messieurs dames, à côté de moi il y aura une autre personne, n'ose pas le dire parce que dit bon, c'est mon émission, il faut pas que la marraine en dise toi, mais moi je ne sais pas regarder un panier gilet. Donc on va voter gilet, donc c'est à côté de Brigitte, alors ça ne peut être que ça. C'est surtout pour dire aux gens que d'une manière, on le dira peut-être d'une manière artistique, d'une manière sportive, d'une manière tout ce qu'on veut, que nous sommes concernés, qu'il faut faire les gestes, et parce que c'est toujours difficile d'accepter le départ d'un être quelquefois, parce que des gens que du jour au lendemain on se dit mais tiens, plaf, et puis après cette personne qui disparaît. Mais avant d'aller plus loin, il y a une question qui me taraude, parce que je vous ai écouté tous les deux, Madame Ession, et puis Madame Cabarrus, elle disait dans son récit tout à l'heure que le temps de faire l'examen, le temps de... Il y a eu d'autres ganglions entre-temps. Qu'est-ce qui fait? Parce que souvent j'entends parler de cela. Moi j'aimerais comprendre, est-ce que il y a tellement de personnes qui soient atteintes de cette maladie qu'il faut les... Ou alors c'est un manque, parce que souvent j'entends cela. Oui, j'ai fait mon examen en décembre, mais j'ai pu faire on m'a fait ma palpation, enfin le médecin a dit en décembre, mais j'ai pu avoir un résultat. J'ai une amie qui est partie parce que à un moment, elle n'a pas pu avoir ses résultats pour pouvoir partir à Paris parce qu'il y a, j'ai pas trop compris, et c'était le manque. Donc, qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi ce retard? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est seulement chez nous que ça existe? Est-ce que je mets le doigt en quelque part? Peut-être parce que on me dit souvent que j'ai la faculté de mettre le doigt. Il faut pas, peut-être que j'appuie sur un bobo qui fait mal, qui fait déjà mal. Mais s'il faut y appuyer, s'il faut appuyer dessus pour qu'on nous entende, oui, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a un manque? C'est quelque chose? J'aimerais savoir, parce que souvent j'entends cela. On a un rendez-vous ici pour quelqu'un qui est malade maintenant, mais d'un cancer dans 3 mois. Alors qu'on sait que dans 3 mois, ça peut évoluer. Il y a plein de choses. Est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le pourquoi de cela? Est-ce qu'on peut me donner une réponse? Moi, je peux donner une réponse. On n'a pas assez de professionnels. Très clairement, il n'y a pas assez de professionnels. Il n'y a pas assez de médecins sur le territoire. Il n'y a pas assez d'oncologues. Il n'y a pas assez de radiologues. Donc, je sais qu'il y a par exemple, en ce qui concerne les IRM, on est sous-doté. Madame Denux, avant son départ, a signé les arrêtés pour qu'il y ait de nouveaux appareils installés sur le territoire. Mais très clairement, manque de professionnels de santé, de médecins, très clairement. Je ne veux pas lancer de polémique. Moi, je suis praticien hospitalier. Beaucoup de praticiens hospitaliers qui n'avaient pas de lien affectif fort avec la Guadeloupe sont partis suite aux événements qu'on a connus. Ils ont eu peur. Ça peut se comprendre. J'allais dire, ça, je l'entends. Ce qui me fait le plus de mal, je le dis, bon, j'ai des cheveux gris, ça fait plus de 30 ans que je suis en Guadeloupe, donc je me sens autorisée à parler d'une certaine manière. Ce qui me choque le plus, c'est que les jeunes étudiants guadeloupéens formés en Guadeloupe ne veulent pas revenir. Oui. Ça m'interroge beaucoup. Alors c'est vrai que... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense sincèrement, ça me dérange pas que vous parliez, vous lanciez le sujet sur la table, parce que c'est un débat de collectivité, de territoire, de nous tous ensemble. Comment on peut faire pour que des gens dont on a besoin aient envie de venir en Guadeloupe? Parce que généralement, je pense que ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des personnes qui sont atteintes d'une maladie, que ce soit le cancer du sein, le cancer du dopard ou autre chose, qui partent dans des régions qui vont se faire soigner, mais ou alors on a des personnes âgées ou alors d'un certain âge qui ne sont pas à l'aise avec
une personne étrangère, même si on se dit en France, et qui a des difficultés à se confier, parce qu'il va dire, ah, ce monde-là, ça, c'est pas mon qui j'ai un qui dit ça, etc. Tandis que si, je sais pas moi, si cette personne a ce qu'il faut autour d'elle, dans son pays, est-ce que ce serait pas facile? Donc, il y a un appel à lancer. Alors, il y a d'une part donc ce déficit en professionnels de santé, en médecins spécialistes qui existe. Il y a des matériels lourds qui doivent être installés, IRM, en particulier IRM. C'est crucial pour le bilan d'extension. L'autre versant, je dirais que c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens à partir. Et je viens de finir une étude, enfin on est en train de finir une étude sur les délais justement de prise en charge. Et on est surpris de voir que dans certains cancers, les gens ne partent pas et le délai de prise en charge est le même que dans l'Hexagone. Donc en fait, c'est parfois un faux problème. Pourquoi? Parce que les gens qui partent parfois complètement à l'aveugle. Ils savent même pas où ils vont aller. Tandis que si on doit partir, il faut préparer son arrivée là-bas parce que vous n'êtes pas attendu dans un service en métropole quand vous arrivez. Donc en fait, au bout du compte, c'est pas évident que les gens gagnent quelque chose à partir. Et moi, j'ai été très surprise. Je pensais qu'il y avait plus de gens que ça à partir, et en fait, il y en a très peu. Il y en a très peu. On vient de voir pour le cancer du côlon, c'était moins de 30 qui partaient. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête. Donc, c'est vraiment très peu, et ça a été stable toutes ces années. Par contre, on connaît tous quelqu'un qui est parti. Mais on ne connaît pas tous ceux qui sont traités ici, en fait. Donc, on a un déficit de chiffres qu'on ne perçoit pas. Et puis, je lance un appel. Si vous avez dans vos entourages des professionnels de santé, mais essayez de les faire revenir. Ça, c'est important. Ça pourrait résoudre bien des choses. Ronnie, on sait pertinemment que ce soir, c'est un soir particulier parce que Ronnie prépare un gros spectacle aux côtés de Monsieur Jean-Max Mirval, Tout à fait. Big Wabap. Donc, on va devoir libérer tout à l'heure Ronnie, mais juste avant, qu'est-ce que notre parrain nous prépare? Ben déjà la marche. Je lance un appel à toutes les associations, à toutes les personnes qui ont envie de marcher. Il faut surtout qu'ils soient attentifs à la radio, puisque le parcours va être donné. Le rendez-vous, ce sera à 6h du matin. On va marcher, il y aura des t-shirts, on va marcher pour la vie. C'est pas histoire qu'en marchant, tout le monde va guérir. Ne croyez pas cela. Non, c'est pour dire que nous sommes concernés, que nous sommes un peuple debout face à nos responsabilités et face à tous ces fléaux qui ont tendance à vouloir ces derniers temps, nous pensons qu'ici c'est pas la nature, c'est des maladies, c'est autre chose, mais nous sommes debout, nous sommes ensemble face à cela. Et c'est comme ça que je vois ma Guadeloupe, debout face à toutes ces choses. Et c'est pour ça que je lance un appel à la fois à la population, aux personnes, aux associations, aux autres artistes comme nous-mêmes, à venir. C'est on en met à la vélote et c'est des mecs à la bonne figue. On va rappeler la date. C'est le 23. C'est le 23. Le 23 octobre. Comment devons-nous faire, celui qui nous regarde et qui est intéressé, comment il doit faire? Alors, comme l'a dit Ronnie, il faut être à l'écoute, puisque nous avons cette marche du samedi 23 avec la ville des Abîmes. Et la communication elle va rapidement commencer. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent toujours venir au niveau de la Ligue se renseigner, nous appeler aussi, ou se rapprocher de la CCAS, parce que c'est le CCAS des Abîmes qui est le porteur du projet. Donc, restez à l'écoute. Nous avons le site Facebook, nous sommes sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et vous aurez toutes les informations nécessaires pour cette marche. Et je crois qu'elle part définitivement à Sonis. Et puis, il faut savoir qu'après, il y aura un village où voilà. Les gens pourront venir se renseigner, il y aura des médecins pour échanger avec d'autres, peut-être même des personnes atteintes pourront... et puis, il y aura un moment de témoignage, les gens vont parler. On va essayer de passer un moment agréable en ce 23 octobre à Sonis, pas à Sonis, au Stade des Abîmes. Au Stade des Abîmes, et puis on va essayer de passer un moment agréable, parler de quelque chose vivre avec quelque chose qui fait peur et démontrer que finalement on peut gagner.
Merci Ronnie d'avoir fait le déplacement et d'être venu avec nous sur le plateau. Il était important pour nous de faire à ce moment-là la parenthèse sur le 23 pour pouvoir libérer Ronnie qui va partir tout de suite en répétition pour son concert. Merci d'être passé Ronnie et le salut à toute l'équipe, à Jean-Max. Et n'est pas oublié Vin Maché. C'est ça qui est important, Vin Maché le 23. On va revenir avec la vice-présidente à la fin de l'émission sur le programme parce qu'on a parlé du 23 parce qu'il était important de profiter de la présence du parrain, mais il y a tout un programme et on va en parler dans un court instant. J'aimerais qu'on revienne avec Dr Boris Espian, mais aussi avec Madame Stralka sur la partie dépistage. Parce que ça, c'est important. Alors, le dépistage, le dépistage dit organisé, c'est donc l'ancien Aguadec qui s'appelle CRCDC 971 maintenant, qui envoie les invitations. Elles sont officielles. Et une femme de plus de 50 ans jusqu'à la veille de son 75e anniversaire reçoit une invitation à se faire dépister, donc aller voir le radiologue de son choix. Il y a une liste de radiologues accrédités, si on veut, qui sont formés au dépistage du cancer du sein, prendre rendez-vous et donc faire sa mammographie. Là aussi, les délais sont parfois longs, puisqu'en fait, quand on fait du dépistage, on n'a pas de symptômes, on n'a pas de maladie, donc on n'est pas dans l'urgence. Justement, pour permettre aux femmes qui découvrent par hasard une masse ou là on sait qu'il y a quelque chose qui se passe, pour qu'elles puissent aller plus facilement faire une mammographie. Donc quand on fait du dépistage, on n'est pas prioritaire. Il faut savoir entendre, mais il n'y a pas de rendez-vous avant, je sais pas, j'imagine que j'appelle maintenant, on va peut-être me dire venez en janvier. Mais c'est pas grave, c'est du dépistage. J'ai pas de symptômes, je vais très bien, j'ai aucune raison de m'inquiéter. Par contre, la femme qui, elle, a une masse, on est dans du diagnostic. On n'est pas dans le même profil. Donc, on peut faire différents types de dépistage. Le dépistage organisé. On peut aussi faire du dépistage avant l'âge de 50 ans. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce cas-là, moi, je conseille plutôt d'aller voir sa gynécologue ou sa sage-femme qui aussi sait palper les seins, peut apprendre à palper un sein correctement, voire apprendre les gestes pour s'auto-dépister. Et puis, faire des examens de façon régulière avec des professionnels de santé. Examens cliniques. Et s'il y a des antécédents particuliers ou s'il y a un doute particulier, une échographie quand on est jeune parce qu'on a un sein très dense. Et dans ce cas-là, il vaut mieux faire une échographie qu'une mammographie. Et éventuellement compléter par une mammographie s'il y a des signes d'inquiétude à l'échographie. Donc, il faut vraiment avoir tout l'arsenal, s'autopalper, depuis le plus jeune âge, se renseigner sur ses antécédents, faire sa mammographie de dépistage dans les âges, etc. Et même après 75 ans, on peut continuer à faire son autopalpation, à voir son professionnel de santé, demander s'il y a un intérêt ou pas à faire des examens. Ça, c'est pour la partie dépistage. Docteur Boris Espian, on va revenir tout à l'heure avec vous sur le parcours de soins. Mais juste avant, je voudrais demander à Madame Stralka, à partir de... Durant ce parcours-là, y a-t-il des moments précis où le malade et son entourage auraient plus besoin d'accompagnement psychologique que d'autres? Évidemment, la première réponse que je vous donnerai, c'est ça dépendra de la personne, de l'ambiance déjà familiale, de l'histoire familiale. Est-ce que c'est le premier ou cancer ou non? Maintenant, il y a un moment très, très, très important, c'est l'annonce. Voilà. L'annonce, souvent, tout se joue autour de l'annonce. Les patients, par moment, les patients commencent à me raconter leur récit personnel, hein, et puis souvent, je les coupe, je dis, attendez, d'abord, je veux savoir l'annonce. Comment ça s'est passé? Comment vous avez ressenti cette annonce? Est-ce que vous trouvez qu'on vous l'a bien dit ou pas? Non pas pour juger le professionnel, mais pour jauger plutôt le ressenti de la personne en face. Qui avez-vous contacté en premier? Et comment votre famille a réagi? Et déjà, en tant que clinicien, on entend, en pressant déjà l'ambiance familiale et on propose déjà,
vu comment ça s'est passé après l'annonce, peut-être qu'un tel ou un tel pourrait aussi se rapprocher de la Ligue ou d'un autre professionnel. Donc déjà, il y a le moment de suspicion qui peut déjà aussi provoquer de profondes angoisses ou une crainte ou une difficulté à se projeter, qui peut aussi rendre la personne un peu tétanisée avec une peur d'aller jusqu'au diagnostic. Ça déjà, c'est aussi très important. Donc c'est pour ça que ça dépend vraiment de la personne, de la sensibilité, de l'histoire, des représentations qu'on a du cancer, mais il peut y avoir des personnes qui ont peur d'aller au diagnostic. Il peut y avoir des familles qui vont tenter des remèdes ou d'autres dissuasions aussi, parce que le moment du diagnostic, c'est l'ouverture sur un autre monde. Et donc après, donc comme j'ai dit, hein, les suspicions, l'annonce, et puis après aussi les préconisations. Si on parle de mastectomie, si on parle si elle est large ou non, si on parle de chimiothérapie, de radiothérapie, si on parle de rien, parce qu'on attend même le rien, quand il existe, et souvent il n'existe pas, mais même quand on dit c'est qu'une suspicion, on a déjà reçu des patients à la Ligue où le diagnostic n'était pas posé, mais c'est une suspicion et ça compte déjà dans les représentations et dans le parcours. Donc rien que là, c'est important. Et puis j'ai envie de dire, donc il y a les chimios, et puis il y a aussi le moment de rémission. Le moment de rémission, parce qu'il faut se projeter. On a parlé effectivement des projections, de l'ouverture, quand effectivement ça va vers une nouvelle vie, parce que ça devient une nouvelle vie avec un nouveau corps, de nouvelles capacités, de nouvelles aptitudes, avec aussi un environnement social qui a évolué depuis, avec aussi un vécu émotionnel qui a aussi bougé, des représentations, etc. Il y a aussi l'idée de « je vais retourner au travail ». Il y a l'idée de je vais retourner à l'église ou dans mon association. Et il y a j'ai un projet d'enfant aussi. Et il y a aussi cela. Et puis sur l'autre voie, il y a aussi, après plusieurs tentatives thérapeutiques, si jamais ça n'aboutit pas, si jamais finalement mon corps est vraiment en train de me lâcher, puisque c'est aussi ça le cancer, c'est le corps qui lâche alors que l'esprit a envie de vivre. Qu'est-ce qu'il y a à faire alors à ce niveau-là pour accompagner, pour penser, structurer, préparer ce qui fait aussi partie de la vie, qui est aussi une nouvelle étape de sa vie. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs petits moments comme ça, des grands moments. Et je suis sûre que tout un chacun pourrait trouver des petits moments intermédiaires qui montrent à quel point l'humain doit être accompagné dans ce chemin qui fait partie de la vie. Je vous écouterai pendant des heures. J'apprécie. À nous expliquer. Merci, j'en parlerai aussi pendant des heures. Parce qu'on on entend le professionnel, mais on entend aussi la personne passionnée qui aime son métier et qui aime l'autre. Docteur Boris Espian, on va revenir parce qu'il est vrai qu'on arrive quasiment à la fin de notre émission, mais il nous faut revenir sur le parcours de soins. Alors, dans le parcours de soins, je suis bien contente que ma voisine ait parlé du moment de l'annonce, où tout se joue. Et j'en suis intimement convaincue. Il n'y a pas de bonne annonce. Une annonce est toujours détestable, tant pour le professionnel que pour celui qui la reçoit. Quand on annonce un cancer, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc, ça peut par contre quelquefois lever l'angoisse, parce que l'angoisse de ne pas savoir est parfois pire que de savoir. Mais concernant l'annonce, depuis les États généraux de 1998 de la Ligue contre le cancer, il est demandé aux établissements de santé qui soignent des patients atteints de cancer d'organiser ce qu'on appelle le dispositif d'annonce, qui est un temps très particulier où il y a d'une part l'annonce du projet de soins, comment on va traiter le cancer de Madame X ou Y ou Z, et en même temps un moment où un professionnel paramédical doit revenir vers la personne pour lui proposer, déjà voir qu'est-ce que cette personne a compris de ce qu'on lui a dit. Parce que bien souvent, quand on annonce un cancer, c'est un peu blackout. C'est clair. Il y a des gens qui, comme Madame de Roche, sont très... combattants en mode warrior tout de suite et se mettent non, faut y aller, etc. Mais il y a des gens qui s'effondrent, des gens qui n'entendent plus, qui sont complètement éclipsés comme ça. Donc ils ont vraiment besoin de cette deuxième temps qui est souvent quelques jours après, où on reparle un peu de la maladie et on refait le point sur tout ce qui est autour de la maladie. Parce que comme la Ligue le fait bien, la maladie, c'est une chose. La maladie, les professionnels de santé savent s'en accommoder, les médicaments, les effets secondaires, la radiothérapie, etc., la chirurgie, les professionnels savent ce qu'ils font.
Mais tout l'à côté, la vie sociale, le métier, l'arrêt de travail, les prothèses, les difficultés financières, l'aide psychologique, la diététicienne, parce qu'on supporte plus de manger normalement. Tout ça, c'est parfois passé à la trappe par les professionnels de santé. Donc, moi, je demande à tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être atteints d'un cancer, réclamez cette consultation. Réclamez cette consultation auprès des infirmiers des services, parce qu'ils sont censés la mettre en place. Et comme on le disait, il n'y a pas assez de professionnels de santé, donc elle a tendance à passer un peu après autre chose. Oui. Elle est capitale. Oui, oui. Elle est capitale. Alors, docteur Boris Espion, on vient de voir une petite affiche à l'écran que Yann, notre réalisateur de ce soir, vient de nous montrer. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs? Ah oui, je suis, comment on peut dire, VRP pour passer cet appel à volontaires. Alors, on cherche des femmes atteintes de cancer du sein, en cours de traitement ou ayant fini leur traitement, pour nous aider. Alors, on a besoin de vous parce qu'on veut on monte une étude pour étudier si, quand on envoie un SMS à quelqu'un, on pratique ou pas une activité physique. D'accord. Pourquoi j'en parle ? Le cancer du sein est un cancer où on a montré, comme dans d'autres cancers, que quand on fait de l'activité physique après la maladie, on met plus de chances de son côté pour éviter les rechutes, etc. Donc en fait, on veut voir si nous, quand on va envoyer un SMS à quelqu'un en disant « Est-ce que vous pouvez vous imaginer à faire du sport ?» Est-ce que ça va donner envie à ces personnes de le faire? Donc on a besoin de volontaires, donc femmes atteintes d'un cancer du sein, qui ont un téléphone, puisque l'enquête se fait par SMS. Donc en fait, si parmi les auditrices, il y a des gens qui sont intéressés par être dans cette étude, vous appelez au 06 90 18 91 48. C'est Madame Tibus qui vous répondra, la secrétaire du 3C, et on vous expliquera plus en détail ce qu'il en est. Merci pour votre aide. Merci à vous. Alors, on va se retourner vers Madame de Roche pour parler un petit peu du programme, puisque la Ligue contre le cancer, en octobre, a un programme bien précis. Que va-t-il se passer? Alors, cette année, nous avons un programme qui est très vaste. Nous avons pratiquement près de 37 manifestations cette année sur 18 communes. Nous allons être présents sur près de 18 communes. Nous avons commencé ce mois d'octobre rose, ce lancement, le 1er octobre. Nous étions à Basse-Terre et c'était un événement très important, très attendu sur la zone Basse-Terre, où nous avons inauguré notre espace d'accueil et nous y avons donné le nom de Monsieur Lubin Ogoli, notre feu trésorier, qui s'est battu pour que nous puissions enfin avoir cet espace, parce qu'il aimait à dire qu'il fallait faire un rééquilibrage du territoire. Donc, je suis quand même heureuse de dire que, enfin, sur la zone Basse-Terre, nous avons cet espace et nous allons pouvoir accueillir les patientes avec les mêmes soins de support que nous proposons à la Ligue sur Pointe-à-Pitre. Et je suis d'autant plus fière puisque je suis arrivée à la Ligue. Je suis devenue administratrice de la Ligue en rencontrant M. Ogoli lors d'une marche à Bouillante où j'avais témoigné en compagnie de mon époux et de notre fille. Et il s'est dit, ah ouais, elle, pour Basse-Terre, montre ce que je veux faire et avoir un administrateur sur Basse-Terre. Mais il ne savait pas que j'habitais sur les Abîmes. Mais j'ai accepté cette mission et c'est avec beaucoup de plaisir justement que je porte son projet et que je m'engage pour que chaque année, nous puissions avoir une manifestation sur Basse-Terre avec la ville de Basse-Terre. Et cette année, nous avons pu avoir les commerçants de Basse-Terre qui ont accepté de pouvoir être nos partenaires sur tout le mois d'octobre. Donc, ils vont solliciter la ville, parler justement de cet espace qui était, je le répète, très attendu sur la zone Basse-Terre. Les moments forts, les trois moments forts. Donc, on a dimanche, nous avons la marche
Nous avons une grande marche, c'est les foulées des rubans roses avec notre partenaire, les Lions Club. Je nommerai pas les autres partenaires, puisque c'est des enseignes. Et je m'excuse d'ores et déjà face à toutes les personnes qui ne pourront pas s'inscrire. Nous avons atteint l'objectif des 1000 participants. Très bien. Donc, Bravo. merci beaucoup à toutes ceux et celles qui ont accepté de marcher pour cette cause. Ensuite, nous avons le 16, nous sommes à Bouillante. Le 16 octobre. Nous avons cette grande marche anniversaire, 10 ans, avec la ville des Abîmes, le 23 octobre. Mais je vais faire un clin d'œil, si tu me le permets, puisque nous avons cette année deux marches au Saintes. Très bien. Le vendredi 14, nous avons une première marche qui s'appelle la marche solidaire. Et le samedi, donc le vendredi soir, donc il y a la marche solidaire. Et le samedi matin, il y a aussi la marche solidaire. Et Terre de Haut, c'est la première fois que nous avons la possibilité de faire quelque chose avec eux. C'est juste formidable. Voilà. Si vous voulez vous renseigner sur ce programme, n'hésitez pas, rapprochez-vous de la Ligue contre le cancer. Ils sont sur les réseaux. Un petit mot de la fin, en pensant peut-être aux aidants, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée des aidants. Madame Stralka. Eh bien, pour les aidants, sachez que ce que vous faites est honorable et que vous avez aussi le droit de recevoir de l'aide, de l'amour. Et la Ligue contre le cancer accompagne les aidants, et pas que sur le plan psychologique, puisqu'il y a aussi de la gym adaptée, de la sophrologie, de la marche, du yoga, des ateliers d'écriture, des groupes de parole où vous êtes cordialement invités, parce que vous méritez de l'aide, vous méritez de l'amour. Quand on est aidant, on est proche de la personne qu'on aide, mais on a encore aussi son chemin devant soi. Docteur Boris Espion. Les aidants sont d'une importance capitale dans une prise en charge. Une maladie se gagne jamais toute seule. Il faut toujours un réseau autour de soi. Donc les aidants, plus que tout, sont très importants. Et à ce titre, je sais que toutes les familles ne sont pas pareilles, mais de grâce, libérer la parole. Le cancer n'est pas du tout une maladie honteuse, loin de là. D'ailleurs, Madame de Roche, on doit faire une émission pour que nous puissions parler de deux choses. La première, est-ce qu'il ne faudrait pas dédramatiser ce mot cancer, et en deuxième partie parler de cette partie grossesse après le cancer. Donc on va bien organiser une émission pour que nous puissions en parler. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau. Toujours un grand plaisir de vous accueillir, docteur Boris Espion. Merci d'être là. Merci Madame de Roche, et puis j'espère vraiment que Madame Stralka reviendra, parce que ce fut vraiment un grand plaisir. Pleinement, plaisir partagé, pleinement. Merci à Yann ce soir à la réalisation. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous donner la possibilité de faire cette émission santé tous les jeudis de 20h à 21h. On se retrouve jeudi prochain et on va se quitter parce que j'essaye de penser à tout le monde. On a dit que c'était aussi la semaine bleue. Nos personnes âgées ici à Canal 10, c'est l'année bleue. C'est pas la semaine, on en parle toute l'année. Mais pour finir, j'aimerais partager avec vous un tout petit reportage très amateur de moments qu'il y a eu donc hier du côté de la maison de quartier de Guénette au Moule. Et le prochain rendez-vous que le Moule donne aux aînés, eh bien, ce sera demain à la maison de quartier de Fatima. Regardez ce qui s'y passe. On parle de bien-être. La Semaine Bleue, un moment primordial pour la ville du Moule qui prend plaisir, comme chaque année, à organiser des moments particuliers pour nos aînés. Et au programme, bien-être en toute convivialité. Pour cela, prenons tout de suite la direction de la maison de quartier de Guénette. Nous avons eu l'idée dans le service promotion animation de la ville du Moule et de penser aux personnes âgées. C'est sur deux axes. La maison de quartier de Guénette, aujourd'hui mercredi 5, et vendredi, la maison de Fatima. Et nous avons plusieurs ateliers. L'atelier coiffure, pour les soins de cheveux. Nous avons un atelier pour la réflexologie plantaire, massage corporel, la sophrologie. Et ce qui m'a fait plaisir, ce sont les hommes. Et oui, les hommes de Saint-Ernest. Et nous avons eu pour cette journée au moins 5 hommes. Et nous étions ravis de les recevoir autour d'un petit café ce matin, d'un petit jus et d'un petit fruit.
Un moment qui reste très important, nous explique l'un des élus de la ville du Moule. Très, très, très important pour nous, pour l'ensemble de l'équipe de la ville du Moule, surtout pour notre maire, Gabriel Bucarabin, qui tient à ce que nos aînés soient toujours honorés. Parce qu'il ne faudrait pas oublier aussi que notre ville est une ville intergénérationnelle et nous nous rendons compte que les personnes qui viennent se sont inscrites dans différents ateliers et y prennent plaisir. Voilà, le prochain rendez-vous, c'est donc demain du côté de la maison de quartier de Fatima. Et nos aînés étaient super heureux de se faire chouchouter de la tête aux pieds. Voilà, on vous embrasse tous. Belle soirée à vous. Et puis, on vous laisse avec toute l'équipe de Zone Rouge.